Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Actualité oblige, nous allons parler aujourd'hui des 3 sujets chauds du moment, dont tout le monde parle d'ailleurs. Tout d'abord, l'inflation qui est en train de redémarrer, notamment aux États-Unis. Mais attention, les cours des matières premières augmentent également au niveau mondial. Donc ça veut dire que cette inflation, qui a pourtant un petit peu baissé en France et en Europe, va repartir à la hausse un peu partout dans le monde. Et donc, si les prix augmentent de nouveau, eh bien les taux d'intérêt ne pourront pas baisser. Donc les marchés commencent à s'inquiéter. Et puis surtout, ça aura un impact sur notre quotidien, sur l'activité économique, sur l'emploi, sur nos revenus. Donc c'est extrêmement important de voir ça dans le détail. On va le faire tout de suite. Et puis, deuxième grand danger, bien sûr, tout le monde en parle, là aussi, l'attaque de l'Iran sur Israël, avec des risques d'embrasement. Quelles peuvent être les conséquences, aussi peut-être les espoirs. On verra tout à l'heure qu'il faut garder l'espoir malgré tout. Donc il y aura quand même néanmoins à court terme des conséquences sur les cours du pétrole, donc justement sur l'inflation, sur l'économie mondiale et sur l'économie française également. Et puis troisième point justement, plus économie française entre guillemets, ça concerne plus donc la France, puisque notre président encore une fois a appelé de ses voeux que la France entre dans une économie de guerre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça va nous engendrer pour nous? Combien ça va coûter, hein? Donc on va voir ça dans le détail évidemment. Toujours avec des graphiques réalisés sans trucage. Je le dis à chaque fois, nous ne sommes pas là pour faire du French bashing. Nous aimons la France, bien entendu. Nous ne sommes pas là pour prendre parti pour tel ou tel. Nous devons regarder la réalité économique en face. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, bien sûr, quand on a compris ce qui se passe, on peut réagir et prendre, évidemment, les bonnes décisions. Et puis, comme d'habitude, on terminera par une bonne nouvelle. C'est compliqué d'en trouver, mais il y en a une qui vient de sortir justement ce matin. On va la voir donc tout à l'heure. Alors, on commence tout de suite avec donc, cette inflation américaine qui est en train donc de redémarrer, on le voit ici, bon alors pour l'instant c'est pas dramatique, hein. On est sur un niveau de 3,5% d'inflation aux États-Unis, vous voyez c'est la courbe bleue ici qui augmente, là c'est hors énergie, la courbe rouge, on est à 3,8%, mais ça reste quand même un plus haut depuis septembre 2023, donc voilà, on a cassé cette tendance baissière, c'est en train de repartir à la hausse. Le problème c'est que la Réserve fédérale américaine a un objectif d'inflation de l'ordre de 2%, vous voyez ici, donc ça c'est les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, on est pour l'instant à 5,5% sur taux d'intérêt monétaire. L'inflation qui avait bien baissé, on se dit ça y est, la Fed va baisser les taux d'intérêt, mais comme si elle remonte, évidemment, elle est bloquée, elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt ni au mois de juin, donc pour son prochaine réunion donc du mois de juin, ni peut-être cet été, peut-être à la rentrée éventuellement. Alors ça va dépendre bien sûr du contexte également géopolitique, mais pour l'instant c'est clair que la Réserve fédérale américaine est bloquée, elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt parce que l'inflation repart à la hausse. On a une croissance économique américaine qui également est plutôt bonne, avec un taux de chômage qui est autour donc des 3,8%, donc un taux de chômage de plein emploi, les salaires qui augmentent de plus de 4%, donc elle est prise à son propre piège, elle ne peut pas baisser fortement les taux d'intérêt, d'autant que si on regarde les prix à la production, donc indicateur avancé des prix à la consommation, toujours aux États-Unis, vous voyez c'est la courbe rouge ici, ça y est, ça repart, on était à 0 il y a quelques mois, on est revenu au niveau des 2%, donc ce qui veut dire que là aussi, attention, l'inflation américaine va rester élevée. Alors on va dire oui mais nous en France ça va, tout va bien, l'inflation est encore en train de baisser. Attention, je vous l'ai déjà expliqué, donc l'inflation c'est la courbe bleue ici, on est à 2,3% en glissement annuel, 2,4% aux normes Eurostat, mais attention ça c'est le glissement annuel, c'est-à-dire on compare le niveau du mois de mars 2024 avec le niveau du mois de mars 2023, et si les prix ont un peu moins augmenté en mars 2024 par rapport à mars 2023, mécaniquement le glissement annuel baisse. Par contre regardez sur l'évolution au mois le mois, eh bien ça continue d'augmenter, on est toujours sur quasiment 16% d'augmentation depuis le début 2021. Voilà le problème, les prix continue d'augmenter, et quand on regarde le détail des chiffres de l'INSEE qui vient également donc d'être publié, bien là on est quand même très déçu parce qu'on nous avait annoncé une baisse notamment des prix de l'alimentation, vous en souvenez? Alors voilà les indicateurs de l'INSEE, c'est pas compliqué, les prix donc ont augmenté en 3 ans sur le secteur de l'alimentation en France, encore une fois les prix à la consommation que nous payons au quotidien, plus 22,1% en 3 ans, et tenez-vous bien, au cours donc des 3 derniers mois, l'inflation a baissé de seulement 0,3% sur les prix de l'alimentation. Donc on le voit ici, on n'a pas du tout inversé la tendance et on doit toujours supporter cette inflation très forte. Il n'y a qu'à faire ses courses aujourd'hui, c'est toujours aussi dramatique, j'ai envie de dire, et tous les biens quasiment alimentaires sont concernés. Donc il n'y a pas de vraie baisse comme on nous l'avait promis malheureusement. Ça continue soit de stagner, soit d'augmenter légèrement. Et regardez, on suivait souvent l'indicateur les fromages œufs, donc c'est les biens du quotidien, les biens essentiels à la vie, va-t-on dire. Eh bien, ça avait augmenté de 27,9% entre janvier 2021 et août 2023. Ensuite, on a eu une baisse de 0,6% en 6 mois.
formidable. Et regardez, au cours du dernier mois, donc en mars 2024, ça repart à la hausse 0,2%. Vous voyez, on est bien sur un plateau. Il n'y a pas de baisse des prix. D'ailleurs, depuis janvier 2022, on a encore une hausse de quasiment 27%. Ça veut dire autant que de décembre 98 à décembre 2021. Donc, ça montre qu'encore une fois, là aussi, on s'est fait un petit peu arnaquer, si vous me permettez l'expression. Les prix n'ont pas baissé et certains continuent effectivement d'avoir des marges extrêmement élevées. Et malheureusement, c'est le consommateur qui paye, donc ce qui casse la consommation. En plus, cette inflation est très inégalitaire, puisque effectivement pour les ménages modestes, le post-consommation est très élevé en poids relatif. Donc ce qui veut dire que là aussi, bien, nous souffrons de plus en plus de risques d'instabilité sociale et sociétale en France. Et donc là, encore une fois, malgré les chèques, les boucliers, tout ce que vous voulez, eh bien, nous n'avons pas été protégés. L'inflation reste extrêmement forte, notamment dans les biens alimentaires. Alors si on regarde les cours des matières premières, malheureusement, je ne vais pas vous faire peur, mais ça va évidemment continuer. Regardez ici, vous avez par exemple les cours du café. Une flambée incroyable, 121% depuis novembre 2022, 257% de hausse depuis avril 2020, et alors parallèlement les cours du cacao, moi qui aime beaucoup le chocolat, comme nous tous j'ai envie de dire, alors c'est vrai qu'il y a des facteurs un petit peu, je dirais, climatiques, notamment en Afrique de l'Ouest, mais on voit bien, regarde bien cette flambée des cours du cacao aux États-Unis, 372% de hausse depuis septembre 2022, on est à quasiment 11 000 $ la tonne, c'est-à-dire bientôt c'est plus de l'or noir, c'est de l'or marron, entre guillemets, quoique la graine de cacao, elle n'est pas marron, mais enfin bon, on ne va pas entrer dans le détail. Toujours est-il que tout ça pour dire qu'on a une situation aujourd'hui où, malheureusement, ça n'est pas encore dans, je dirais, les biens à la consommation, donc c'est-à-dire que l'inflation va rester élevée. Et si on regarde notre, là, en l'occurrence l'or noir, c'est-à-dire le pétrole, eh bien là aussi, ça continue d'augmenter. Alors c'est vrai que certains s'attendaient à une flambée des prix du pétrole, donc après l'attaque de l'Iran samedi dernier, mais pour l'instant, ça se maintient autour des 90 $ le baril. C'est-à-dire que les investisseurs ne veulent pas paniquer en se disant, bon, finalement, peut-être qu'on aura une solution, je dirais, pas trop guerrière qui va se trouver, enfin, ça personne ne le sait, bien entendu, mais on se rend bien compte que déjà, même à 90 $, on n'est plus à 72 $ comme il y a quelques mois, donc ce qui veut dire que là aussi, ça va maintenir les prix, notamment de l'essence pour nous, sur des niveaux extrêmement élevés, donc l'inflation va rester forte. On a également cette tension sur les prix du gaz. Et si d'ailleurs on regarde l'ensemble des prix des matières premières, vous connaissez cet indicateur, je vous le montre souvent, l'indice CRB du coût des matières premières, eh bien donc c'est l'ensemble des cours donc pour toutes les matières premières pondérées par leur poids dans la consommation mondiale, donc c'est quand même très sérieux. Vous voyez bien qu'on avait bien eu cette hausse de 200% de 2020 à 2022, après la baisse de 23%, lié au ralentissement mondial, et puis ça y est, regardez, c'est en train de redémarrer, 15,5% de hausse depuis la fin 2023, et donc ça, encore une fois, ce n'est pas arrivé dans, je dirais, dans notre quotidien. Ça va arriver, bien sûr, donc on reste sur un plus haut depuis août 2022, donc ce qui veut bien dire que, attention, cette augmentation va générer une nouvelle hausse de l'inflation, pas qu'aux États-Unis, mais au niveau mondial, et donc les banques centrales ne pourront pas baisser les taux d'intérêt comme certains l'escomptent, et à partir de là, ça veut dire qu'il y aura moins d'activité économique si on ne baisse pas les taux d'intérêt, plus également donc, de chômage, et moins de revenus, et ainsi de suite. C'est le cercle pernicieux, sans parler de la dette publique pour nous Français, qui va évidemment, malheureusement, continuer d'augmenter. Alors sur ce, arrive évidemment ce risque d'embrasement donc au Proche et Moyen-Orient, donc avec l'attaque de l'Iran sur Israël, peut-être donc des représailles, enfin ça peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo c'est déjà fait parce que ça va tellement vite, mais globalement à partir de là j'ai envie de dire il y a trois possibilités. Soit on a un embrasement mondial avec les États-Unis, la Russie, la Chine, enfin tout le monde s'en mêle, et bon là évidemment ça serait la troisième guerre mondiale, donc là on peut tout arrêter, carpe diem, et voilà, je dirais on prend un bon apéro, on va au soleil, ce que vous voulez, mais c'est vrai que là ça servira plus à grand chose de faire des prévisions économiques, mais j'espère qu'on va éviter bien sûr cette troisième guerre mondiale qui serait peut-être une guerre nucléaire évidemment, donc on va oublier ça bien entendu, espérons parce que la guerre il n'y a rien de pire. Deuxième scénario, un peu plus probable, le scénario d'un embrasement régional. Donc à partir de là, on pourrait bloquer l'Iran, pourrait bloquer le détroit d'Ormuz, il y aurait donc une flambée des cours du pétrole, avec les Houthis au Yémen, ça pourrait casser également le commerce mondial, donc une nouvelle poussée inflationniste au niveau international, donc récession mondiale, vraiment krach boursier, crise financière durable, parce que là on ne pourra pas encore réactiver la planche à billets, parce qu'il y a déjà beaucoup d'inflation. Donc ça ne pourra pas fonctionner, on ne pourra pas relancer la machine. Donc ça c'est
malheureusement le scénario qui nous pend au nez, parce qu'à ce moment-là, évidemment, 2024 sera une année extrêmement difficile sur le front de l'activité économique. Et comme nous, déjà, les Français, on a une croissance proche de zéro, évidemment, ça veut dire que là, on va tomber en négatif et ça ne va pas arranger les affaires de nos finances publiques, de notre dette, donc la dette qui sera encore dégradée et ainsi de suite. Ça pourrait évidemment, encore une fois, nous coûter très cher. Après, il y a une troisième possibilité que personne n'évoque. Alors moi j'ai envie d'être un petit peu optimiste, de voir l'espoir, c'est que ça pourrait être également l'effondrement du régime des mollahs. Parce que je regardais les chiffres, a priori les 2/3 des Iraniens aujourd'hui sont contre ce régime et donc souhaiteraient que évidemment il s'effondre. Et donc si à ce moment-là c'est le cas, alors là ça va être l'effet inverse. On pourrait avoir une pacification de l'Iran, donc qui revient comme avant les années 70-80, et donc avec des accords de paix, bien sûr avec l'Arabie Saoudite. D'ailleurs c'est une grande nouvelle, l'Arabie Saoudite et comme la Jordanie finalement ont travaillé avec Israël lors de l'attaque de l'Iran, donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que voilà, il y a une paix possible, bien entendu, d'ailleurs elle était quasiment là avant le 7 octobre, et à ce moment-là même Israël, l'Iran pourraient faire des accords de paix, et là évidemment c'est l'euphorie, parce qu'à ce moment-là les cours du baril s'effondrent, il n'y a plus de tension sur les prix du pétrole, et donc l'inflation repart à la baisse, rebond de la croissance mondiale, évidemment les marchés financiers seraient euphoriques, voilà, ça c'est le scénario rose, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça pourrait se produire, alors pas tout de suite, bien entendu, ça prendra un petit peu de temps, je pense qu'en fait on pourrait avoir un mélange des deux derniers scénarios, c'est-à-dire à la fois un embrassement régional, et puis après peut-être, espérons-le très vite, une paix qui s'instaurerait, et là évidemment, ça serait plutôt positif. Alors pour le moment, les marchés boursiers ne savent pas trop où aller. On l'a vu donc hier lundi, les marchés, notamment sur le CAC 40, ça résistait bien, puis le marché américain ouvert, donc entre les risques inflationnistes et puis les risques d'embrasement géopolitique, d'embrasement guerrier au Proche et Moyen-Orient, alors évidemment là les marchés de nouveau sont repartis à la baisse, et donc ça conforte un petit peu la baisse qui s'était déjà insufflée, on en parlait la semaine dernière, donc depuis quelques jours, donc là on est sur une baisse depuis le 1er avril de 3,7% si je prends le niveau donc, du Standard & Poor's, alors c'est vrai, donc la bourse américaine, c'est vrai qu'on partait d'un niveau très élevé, mais néanmoins, c'est en train de baisser. Si je prends le CAC 40, au moment où je vous parle, on est à 3,2% de baisse, donc également depuis le 1er avril, on avait atteint un sommet de plus de 8200 points, on est sous les 8000 points, c'est quand même évidemment une tension importante, donc tension à la baisse, C'est sûr que c'est aussi une phase de prise de bénéfices, mais tout de même, on a bien ces marchés boursiers qui sont en train de baisser, qui sont en train de s'inquiéter. Autre signe qui montre que les investisseurs sont toujours inquiets, c'est l'or qui continue de battre des records. Quasiment toutes les semaines, on bat des records. C'est vrai que pour ceux qui nous ont écoutés, ça fait déjà 2 ans qu'on vous a conseillé d'acheter de l'or, donc tant mieux si vous l'avez fait. Et donc là, on va regarder en dollars, on a atteint les 2382 $ l'once, 2226 € l'once, donc des records évidemment historiques. Alors il y a des prises de bénéfices parfois sur quelques heures, quelques jours, puis ça repart à la hausse ensuite. Donc voilà, on voit bien ces investisseurs qui se disent il faut absolument augmenter la poire pour la soif, parce qu'il y a quand même des risques géopolitiques très forts. Donc l'or retrouve son rôle de valeur refuge, donc il faut continuer d'en conserver. Donc tout va dépendre évidemment de l'évolution de l'Iran, et c'est là où ce qui se passe en Iran est très important, puisqu'on le voit, la population souffre. Et je vais vous montrer quelques chiffres, alors encore une fois, sans polémique, ce sont des chiffres du FMI, donc il faut pas évidemment polémiquer, simplement pour regarder la réalité en face, et regardez bien, en termes de PIB par habitant, donc de richesse par habitant, l'Iran était 29e mondial en 1990, à l'époque c'était au même rang qu'Israël, 27e, les Émirats Arabes Unis étaient 7e, l'Arabie Saoudite était 38e, donc on a mis plusieurs pays pour vous puissiez comparer. Aujourd'hui, regardez bien ce chiffre incroyable, en 2023, chiffre du FMI, l'Iran en termes de PIB par habitant est 124e mondial. C'est du gâchis. Et qu'on se rend bien compte que l'Iran avait un potentiel énorme, mais malheureusement, la population a été appauvrie par les mollahs, disons-le, par une politique complètement, je dirais, jusqu'au boutiste et très dangereuse pour les Iraniens et puis évidemment pour le monde. On voit que l'Arabie Saoudite a gagné une petite place, par exemple, grâce notamment au pétrole, mais l'Iran a du pétrole, elle pourrait là aussi l'utiliser, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, le peuple iranien souffre, et donc il pourrait avoir une révolution de l'intérieur qui pourrait soutenir effectivement donc cette perspective d'une paix prochaine au Moyen-Orient. Alors là, c'est les chiffres en termes d'activité économique. Vous voyez que la croissance annuelle moyenne en Iran, hors inflation, depuis les années 80, c'est 2,4%, mais vous voyez que depuis 2010, c'est plus que 2%. Si je compare à l'Arabie Saoudite, c'est 3,5% en Arabie Saoudite, 4,2% en Israël, et regardez surtout le niveau de l'inflation. L'inflation moyenne depuis 1990, on est à 22,5% d'inflation par an.
vous rendez compte? L'année dernière, il y a eu 47% d'inflation en Iran. Imaginez-nous, en France, quand on a une inflation forte, on a 5-6% par an, évidemment c'est quasiment la révolution, à juste titre. Alors imaginez les populations iraniennes comme elles souffrent aujourd'hui, donc elles ont envie que ça change, bien entendu, elles ont envie de sortir de cette économie de guerre, et parallèlement, taux de chômage à 9,5%. Vous voyez en face, c'est les chiffres des Émirats Arabes Unis, c'est les Émirats Arabes Unis, je dis Arabie Saoudite, mais c'est Émirats Arabes Unis, donc voilà, 3,1% d'inflation, 3,5% de croissance, 4,2% donc en Israël, sur le taux de chômage, 3% dans les Émirats Arabes Unis, 3,5% en Israël. Donc si on regarde graphiquement ce que ça donne, voilà l'évolution donc du PIB hors inflation depuis 1980, chiffre encore une fois du FMI, Israël plus 481%, Émirats Arabes Unis plus 331%, Iran plus 233%, donc ça montre quand même, bien entendu, notamment lié à la population, mais on l'a vu tout à l'heure, eh bien le PIB par habitant ne cesse évidemment de baisser, et en plus l'Iran malheureusement n'a pas consacré une partie importante de son PIB à l'avenir, c'est-à-dire à la recherche-développement, à l'innovation. Donc là on voit quelques chiffres, ce qui est d'ailleurs qui différencie énormément Israël de l'Iran, c'est qu'en Israël la part de la R&D c'est l'une des plus élevées du monde, 5,6%, vous voyez, en Corée du Sud où c'est très élevé c'est 4,9%, la Suisse 3,4%, Japon 3,3%, les États-Unis 3,5%, la France 2,2%, la Chine 2,2%, donc qui a compris qu'il fallait justement jouer ce rôle de l'innovation, les Émirats Arabes Unis 1,5%, et donc l'Iran seulement 0,7% du PIB, donc ce qui veut dire que là aussi il y a un retard qui a été accumulé, et donc de ce point de vue-là, les Iraniens souffrent, donc il faut espérer que justement l'Iran va sortir de sa léthargie, va redevenir un pays, je dirais, dans le concert des nations, qui avantage sa population, qui génère une croissance soutenue, et à partir de là, évidemment, qui va œuvrer pour la paix. On peut souhaiter évidemment ça pour l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient, pour l'ensemble de la planète, parce qu'il n'y a justement rien de pire que la guerre, et justement ça m'amène à parler évidemment de notre président français qui nous a dit qu'il voulait que la France entre en économie de guerre. Pour tout vous dire, ça m'a un petit peu surpris. Bon, il l'avait dit en 2022, donc bon, peut-être il s'est trompé, mais non, là, il confirme et signe. J'ai envie de dire, il persiste, même il signe. Et donc, on peut se dire, pourquoi dit-il ça? Moi, je rappelle toujours la phrase de Paul Valéry. La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Donc, il faut tout faire, évidemment, pour éviter la guerre. Et donc, ce comportement un petit peu guerrier, moi, m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire que, globalement, on est en train d'essayer de noyer le poisson, de faire penser à autre chose, mais c'est très, très dangereux. Alors, après, on me dit, oui, ça va générer une croissance forte. Attendez, il ne faut pas rêver non plus. Les dépenses militaires en France, en 2023, c'est 1,9% du PIB. Donc c'est pas non plus énorme. Même aux États-Unis, c'est 3,5% du PIB. Alors c'est vrai qu'en Russie, c'était 4% en 2022, maintenant ça a augmenté à 7,5%, parce que justement, ils sont évidemment en guerre, avec énormément de morts également du côté russe, du côté ukrainien. Donc vous voyez que les dégâts sont énormes. Donc dire que l'économie de guerre va ramener de la croissance, ce que ça va coûter en êtres humains et globalement également en perte d'activité, ça serait catastrophique, parce que là aussi, le problème, c'est qu'il faut encore avoir les moyens de cette économie de guerre, et donc tout va dépend justement de notre dette publique. Et sauf que nous, évidemment, on n'arrête pas de l'augmenter, cette dette publique. C'est ce qui nous empêche, justement, parce que là, on pourrait investir dans la guerre, etc., ce que vous voulez, mais encore faut-il en avoir les moyens. Or, nous, regardez bien, on a une dette publique, comme vous le savez, à plus de 110% du PIB, et donc, comme on a consacré ça un peu tout et n'importe quoi, cette dette publique, maintenant, on n'a plus les moyens, pas seulement pour la guerre, mais également pour assurer la stabilité sociale et sociétale de la France. C'est extrêmement dangereux, alors que ça, c'est la courbe bleue, c'est la France, donc dette publique par rapport au PIB. Si on regarde la courbe rouge, qui est la Russie, à croire qu'ils avaient préparé leur coup, puisque effectivement, regardez bien, il y a une dette publique à 20% du PIB, là elle a augmenté à 21%, donc à la rigueur, ils ont les moyens de le faire. Je ne dis pas qu'il faut le faire, évidemment, il faut arrêter cette guerre au plus vite possible, bien entendu, mais ce discours évidemment belliqueux est dangereux, mais surtout, encore une fois, ça peut nous coûter cher, parce que justement, si on rentre dans cette économie de guerre, qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, il faut regarder la définition d'une économie de guerre qui avait été donc créée la première fois lors de la Première Guerre mondiale. Donc ça veut dire que c'est une économie dans laquelle les besoins de la guerre priment sur tout. Et donc évidemment avec des prélèvements autoritaires en termes de réquisition, livraison obligatoire, impôts. Ça fait un peu peur tout ça, parce qu'on pouvait dire, aujourd'hui économie de guerre, tiens, on va augmenter les impôts. C'est pas nous, c'est la guerre.
c'est extrêmement dangereux évidemment, et donc la population, inévitablement, elle est appauvrie, puisqu'on met tout effectivement sur l'effort de guerre, et donc à ce moment-là, il y a une baisse du pouvoir d'achat, et appauvrissement évidemment des Français, sans parler des risques sur nos libertés, des risques géopolitiques internationaux, donc là aussi, on n'a pas forcément les moyens de le faire, et puis parallèlement, comme on a une dette publique qui est très élevée, si on se dit voilà, on va quand même malgré tout augmenter encore les dépenses de guerre, eh bien les taux d'intérêt vont encore augmenter, donc ce qui va casser la croissance, casser la consommation, donc une récession, donc du chômage, donc on n'aura absolument rien gagné. Donc quand on me dit que cette économie de guerre va ramener dixième de point de croissance, voire plus, de faire une croissance forte, non, encore une fois, il faut être honnête, ce n'est pas le cas. Donc moi j'ai envie de proposer une autre guerre, j'ai envie de dire une guerre pacifique, pour justement permettre à l'économie française de renouer avec la croissance forte, avec l'emploi dynamique, avec la baisse du chômage, avec le sérieux budgétaire également, parce que c'est facile de faire un peu de croissance quand on augmente la dette publique, mais il faudra la financer avec une charge d'intérêt de la dette qui va bientôt atteindre de 75 milliards d'euros chaque année, comme vous le savez, et donc bien sûr, ensuite on aura du bien-être économique. Voilà, ça c'est une bonne guerre, vous voyez, c'est une guerre entre guillemets justement positive, c'est pas une guerre belliqueuse ou qui tue des personnes, qui finalement c'est bon pour l'économie de l'armement, mais ça s'arrête là. Donc globalement aujourd'hui, il faut qu'on repense notre logiciel et j'espère vraiment que dans le monde entier, on va pouvoir justement retrouver une vision un peu plus pacifique et un peu moins guerrière, comme il y avait encore quelques années finalement, et ça nous permettra justement de renouer avec une croissance forte au niveau mondial et d'améliorer le bien-être effectivement des citoyens. Sinon, bien entendu, encore une fois, on a le scénario de la Troisième Guerre mondiale, j'espère qu'on l'évitera, mais toujours est-il que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, carpe diem avant tout. Alors je termine comme promis avec la bonne nouvelle du jour. Ça vient de sortir, c'est l'enquête ZEW, donc institut allemand, sur la zone euro. Et regardez bien, donc là la courbe bleue c'est le PIB, donc on est à 0% de croissance. Et là la courbe rouge du mois d'avril, donc c'est l'indicateur donc avancé de sentiment économique, selon l'indicateur donc ZEW, donc encore une fois c'est un institut allemand. Et donc on est sur un sommet depuis février 2022, donc juste avant effectivement le début de la guerre, va-t-on dire, en Ukraine, même si elle a commencé en février, mais il n'y avait pas encore eu les chiffres. Donc ce qui veut dire que finalement, on a cette situation aujourd'hui où on est comme ce qui se passait avant la guerre en Ukraine. Espérons qu'il n'y aura pas une nouvelle guerre qui va faire replonger la courbe rouge. Toujours est-il que c'était la bonne nouvelle du jour. Donc gardons malgré tout une certaine dose d'optimisme. Juste simplement ce qui m'inquiète, c'est que nous n'avons pas forcément les dirigeants à la hauteur de la situation, justement parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un cap, de voir loin et pas seulement sur le court terme, et éviter absolument je dirais, une guerre qui serait évidemment dramatique. Voilà ce qu'on peut dire. Gardons l'espoir. Toujours est-il encore une fois qu'il va y avoir beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. J'en reparlerai bien entendu, notamment sur les taux d'intérêt. Et donc, gardons l'espoir malgré tout. Merci encore une fois pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour vos abonnements. Donc je rappelle pour ceux qui veulent les slides, il faut être abonné premium. Donc il faut appuyer sur souscription ou rejoindre. Et à ce moment-là, je vous les enverrai directement par mail. Et donc, portez-vous bien. Gardons l'espoir. Carpe diem, bonne continuation et à très bientôt.